Président. Eh bien, je vais en fait également vous remercier pour en effet ce rapport égalité femmes-hommes et également pour ce plan d'action car on voit bien, vous l'avez bien dit Madame Bedin, en effet toutes les actions qui sont mises en œuvre, tout ça va dans le bon sens quand même. Globalement. Et d'ailleurs, je voulais aussi remercier en effet les services pour avoir travaillé sur ce bilan, ce rapport, car nous avons énormément de données qualitatives et quantitatives très éclairantes sur la situation des Hauts-de-Seine et qui nous aident aussi, nous, élus, à mieux décider et construire aussi les politiques publiques au plus proche des besoins de la population. Je voulais faire... Alors, bien sûr, je ne vais pas tout lister tous les points positifs, ce serait un peu trop long, puis Madame Bedin déjà nous a fait une synthèse. Je voulais quand même souligner vraiment cet effort particulier, en effet, sur ce médiateur, sur le dispositif en interne des services, ce dispositif facilitant le signalement d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral et sexuel et d'agissements sexistes dans le cadre professionnel. Je voulais le souligner car en fait c'est encore trop rare d'aider en fait à la dénonciation de tels agissements. Et le sujet est grave, c'est un sujet vraiment très grave qui impacte énormément les femmes dans leur vie et dans leur vie professionnelle et dans leur vie personnelle. C'est un sujet grave, c'est un sujet important et qui est encore aujourd'hui trop souvent minimisé. Ces violences sont minimisées, voire tout simplement niées. Et c'est ce que ne fait pas le conseil départemental. Donc, bravo, bravo vraiment sur cette facilitation. Les freins, en effet, pour les femmes sont importants, je vous l'ai dit. Beaucoup d'institutions, d'organismes, d'entreprises, soit sont complètement incultes sur ce sujet-là, soit carrément cyniques, ou alors lâches. Et là, on voit que nous, vous, le conseil départemental, ne sont pas du tout dans cette posture-là, et c'est très bien. Juste pour rappeler quand même les conséquences pour les femmes victimes de tels agissements sexistes et sexuels, de violences sexuelles, sont vraiment dramatiques, puisque ça peut vraiment se manifester par des symptômes de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, du comportement, qui impactent évidemment leur concentration et donc leur qualité de travail. Mais aussi donc leur vie de couple, qui aussi peut accentuer l'isolement social, les sentiments de honte et de culpabilité. Donc c'est vraiment, voilà, les impacts sont vraiment importants. Et sur le harcèlement sexuel, là, dernièrement, il y a eu des études qui montrent, qui dit que 52% des femmes dans leur vie professionnelle, déclarent avoir subi un fait de harcèlement sexuel. Soit un peu plus d'une femme sur deux, alors dans toute structure et tout au long de leur vie professionnelle, mais une femme sur deux, donc c'est énorme. On voit que le phénomène est très important. Et sur ces une femme sur deux, 72%, donc beaucoup en fait, de ces femmes se sont confiées, ont dénoncé ça, se sont confiées à une tierce personne, 72%. Donc on sait, les femmes parlent, mais seulement 4% déclarent avoir déposé plainte. Donc on voit bien que les freins sont énormes. Donc encore merci pour de s'être emparé de ce sujet-là sérieusement et de façon conséquente. Et on voit bien que c'est nécessaire pour la justice déjà, pour la cohésion sociale, et puis aussi pour l'efficacité au travail, puisqu'il s'agit ici de l'égalité professionnelle. J'ai quand même une question sur ce sujet-là. Souvent, en cas de harcèlement sexuel, agression sexuelle, les victimes, on voit que les victimes quittent leur emploi et que les agresseurs restent en poste. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ces éléments-là, je ne sais pas si c'est possible au niveau de la confidentialité, savoir si les personnes qui ont été suivies par le dispositif sont restées employées par le département. Alors je ne dis pas forcément dans le service, parce que peut-être parfois c'est mieux justement de bouger de service, mais savoir si au moins si elles sont restées dans les effectifs du conseil départemental. Voilà. Donc voilà, c'était en interne. Alors un autre point positif au niveau de la commande publique.
Alors là, nous sommes ravis de voir la mise en place, à partir de 2024, d'un indicateur dédié à l'égalité femmes-hommes dans la commande publique. Alors ça, on en est ravis et peut-être que nous voyons le début, les prémices de l'établissement d'un budget sensible au genre auquel notre groupe écologiste et socialiste tenons tant, peut-être. Bon, nous avons autrement, alors quelques points négatifs quand même. En effet, mon collègue Monsieur Timothéo nous a parlé des 10 rémunérations les plus hautes. Je n'y reviens pas. Quelques autres indicateurs nous inquiètent aussi, hein, toujours sur la partie égalité professionnelle, le taux de promotion interne et avancement de grade, tout comme le taux de formation qui, voilà, depuis 2020, ont régressé. Donc, on espère que pour la fois prochaine, l'année prochaine, vous allez avoir mis des mesures rectificatives en œuvre pour inverser ces tendances qui aggravent un peu donc, les conditions de travail des femmes. Voilà donc pour la partie au sein de notre département. Sur les politiques publiques, là, un élément, je ne vais pas non plus redire tous les points positifs qui sont faits parce qu'il y en a beaucoup. Vous le savez aussi, car nous le disons souvent, que nous sommes régulièrement satisfaits, voire très satisfaits des actions portées par l'Institut des Hauts-de-Seine. Mais nul n'est parfait. Et il y a une approche qui nous paraît aujourd'hui ne pas être à la hauteur des enjeux, c'est l'accompagnement des femmes monoparentales. Et le site internet qui y est consacré, bon, on trouve aussi que sa charte graphique est peut-être un peu trop stéréotypée, mais surtout les sujets qui y sont abordés se concentrent sur des priorités qui ne sont pas les premières priorités des femmes en situation de... En fait, c'est un système pour que les interventions ne durent pas trop longtemps, c'est ça? Je ne touche à rien, je vous laisse vous exprimer. Vous dites tellement bien, je suis prêt à attendre encore un quart d'heure. Donc, alors, le site internet, en effet, en fait, aborde des sujets qui nous paraissent un peu loin des priorités des femmes monoparentales, hein. Alors, il aborde quand même un peu l'accompagnement à la parentalité, mais encore de façon trop sporadique et sommaire. Et puis, le principal problème des femmes monoparentales, c'est la précarité. À ce sujet-là, il y a un très intéressante étude de la CNAF qui est sortie au mois de septembre sur les familles monoparentales, conditions de vie vécues et actions publiques, qui rappelle aussi l'impact pour les enfants qui vivent au sein de ces familles monoparentales, puisque la pauvreté en conditions de vie, mesurée par la privation de matériel et social, concerne donc 30% des familles monoparentales contre 10% des familles en couple avec un enfant. Donc on voit que les écarts sont quand même importants. Et un autre exemple que révèle ce rapport, 56% des familles monoparentales, plus de la moitié des familles monoparentales disent ne pas pouvoir faire face à une dépense imprévue d'environ 1 000 €, contre 26% des ménages, donc 2 fois moins, des ménages composés d'un couple avec 2 enfants. On voit que les écarts sont quand même très importants et que donc c'est vraiment à ce niveau-là qu'il y a de grandes difficultés. Cette précarité très importante aussi impacte les conditions de logement et aussi donc les logements des enfants, hein, qui vivent dans des logements qui connaissent beaucoup plus de surpeuplement, de mauvaise isolation phonique, thermique, des problèmes d'humidité, des problèmes de chauffage. Bon, je ne vais pas vous faire la restitution totale, complète de cette étude, ça va être beaucoup trop long. Mais vous l'aurez compris, les principaux soucis des femmes en situation de monoparentalité, ce n'est pas de sublimer leurs jambes, ni de voyager seules avec leurs enfants, c'est vraiment des problèmes financiers. Aussi, peut-être qu'il serait possible de mettre en place des mesures pour compenser ces inégalités, peut-être travailler sur les effets de seuil, le remboursement partiel ou total du pass Navigo pour ces femmes, peut-être des aides ménagères ou des aides pour les gardes d'enfants pour ces femmes et sous condition de revenus, hein, voilà, qui pourraient être des pistes qui, là, je pense, pourraient vraiment les aider.
Peut-être aussi, parce que ça, c'est aussi de les aider à se mettre en réseau entre pairs pour favoriser l'entraide, pour lutter contre l'isolement. Je sais que le conseil départemental l'a fait pour les aidants, ça marche très bien. Voilà, c'est des pistes aussi qui sont des leviers. Pour finir, le plan d'action, le bilan du plan d'action nous semble encore un peu trop léger. Certains indicateurs visent l'ensemble des agents et non spécifiquement les femmes. Bon, cependant, on sent une montée en puissance et donc j'ai hâte de voir le bilan de l'année prochaine. D'ailleurs, vous l'avez dit par rapport aussi aux rémunérations, et vous m'avez rassuré parce que j'avais aussi un petit paragraphe là-dessus, que ce sont des indicateurs qui vont progresser, donc tant mieux. Et enfin, une petite suggestion, peut-être qu'aussi, dans ce rapport, on pourrait aussi parler de l'égalité entre les femmes et les hommes élus, que nous sommes ici au sein de cette assemblée, car je connais certaines élues femmes qui portent dans le cadre de leur délégation des actions notables et qui ont un investissement remarquable, et nous pourrions peut-être aussi les valoriser. Merci.